Salut à tous, c'est David, bienvenue sur l'électromobiliste. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des plus gros flops. Alors, selon moi, les plus gros flops de la voiture électrique. Bien sûr, il y a peut-être d'autres choses qui pourront s'ajouter à la liste que j'ai faite, hein. Elle n'est pas complète, bien sûr. C'est pour moi les plus gros. Vous pouvez, si vous avez, et vous aussi, des idées de gros flops de la voiture électrique, bah, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Restez courtois, évidemment. Et puis, bien sûr, il y a certains flops qui sont une analyse personnelle, donc qui sont mon point de vue. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion, c'est normal, il y a différentes opinions. Je vous invite vraiment à aller au bout de la vidéo parce que au bout de la vidéo, j'ajouterai un complément justement à cette opinion. Je vous expliquerai un petit peu mon point de vue sur ces flops, une analyse sur l'ensemble des flops. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et puis avant ça, bien sûr, donc n'hésitez pas. Alors c'est en bas. Alors attendez, on va descendre. Hop, c'est par là. Il faut s'abonner. Je vous invite à vous abonner. Alors au début, je ne comprenais pas pourquoi on parlait tant de cette petite cloche, mais effectivement, quand vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ça vous enverra des notifications pour vous dire qu'il y a des nouvelles vidéos. Et si vous ne faites pas ça, bah, du coup, vous n'êtes pas informé à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Alors attention, je ne vais pas vous inonder de vidéos, j'essaye d'être régulier, donc je vais en faire à peu près 2, 3, peut-être 4 par mois. Et puis si ça marche bien, peut-être plus. Voilà. En tout cas, je vous invite donc dès à présent à vous abonner. Et puis bah, c'est parti pour les plus gros flops de la voiture électrique. Alors, vous le savez, si vous êtes déjà abonné et si vous avez déjà regardé mes vidéos, voilà, je suis un fervent défenseur de l'électromobilité, puisque l'électromobilisme, hein, voilà, c'est difficile de faire plus évident. Pourtant, bah, je considère, moi, qu'il y a des grosses erreurs qui ont été faites en termes de véhicules électriques. Il y a des grosses erreurs qui ont été faites, bah, souvent, vous allez voir, par les fabricants. Euh, et puis bah, parfois par les gouvernements, par l'Europe. Des choix un peu durs ont été faits. Et en tout cas, moi, je considère qu'il y a des gros flops, des grosses erreurs. Donc, je vais vous les partager. Donc, le top 5, les plus gros flops pour le véhicule électrique. Je vais y arriver. Voilà, donc alors bon, ça, bien sûr, c'est un mauvais exemple puisque c'est pas une voiture électrique qui est derrière moi. Je voudrais pas que vous analysiez trop vite la vidéo et que vous critiquiez avant d'avoir vu la fin. Donc, je vous invite vraiment à aller au bout de cette vidéo parce qu'il y a des choses que je dis à la fin et qui sont plutôt importantes. Alors, donc le top flop, le flop numéro 5, on va faire un compte à rebours. Le flop numéro 5, c'est le port CHAdeMO. Donc, bah, un type de prise qui a été quasiment abandonné. Pas une erreur, puisqu'il s'agissait simplement pour des fabricants de proposer un système de prise pour la recharge accélérée ou rapide plutôt, la charge très rapide donc, sur les véhicules électriques. Or, il se trouve qu'il y a deux formats qui se sont un petit peu télescopés. Le format CCS Combo, c'est le format standard de prise de recharge accélérée, enfin rapide. Alors, je dis tout de suite parce qu'il y en a qui vont se dire mais accéléré rapide. Donc il y a la prise très lente. Donc c'est ce qu'on appelle, on utilise le CRO, le câble de recharge occasionnel. Donc c'est le petit câble qui est fourni avec le véhicule que vous achetez et qui se branche sur une prise de courant tout à fait standard. Après il y a toute la catégorie des charges accélérées. Donc c'est-à-dire que vous restez sur du courant alternatif. Donc les charges les moins rapides sont en courant alternatif. Et donc après le premier câble de recharge occasionnel, donc que j'utilise moi personnellement tout le temps, mais vous avez donc les charges dites accélérées. Alors accélérées, ça va aller de 7 kW pour certaines prises jusqu'à 22 kW, notamment pour les Renault Zoé, qui sont connus pour avoir les charges accélérées les plus rapides. Et puis justement, donc, après, il y a ce qu'on appelle les charges rapides, donc ce qu'on peut dire le très accéléré, en tout cas le très rapide. Et donc là, c'est des vitesses de charge qui vont aller de 50 kW jusqu'à actuellement 350 kW. Et on estime justement, c'est d'autant plus navrant que le CHAdeMO
n'ait pas pu emporter le game, c'est qu'aujourd'hui, le CHAdeMO, on estime que il est capable, c'est pas on estime, c'est il est capable d'encaisser 500 kilowatts. Donc ça veut dire il était encore tout à fait dans la course, et c'est autrement, c'est également navrant que ce format CHAdeMO soit abandonné, parce que il a déjà la possibilité de faire ce qu'on appelle le V2G ou le V2H ou le V2L. Voilà. Donc le V2G, le V2H et le V2L, ça veut dire quoi? C'est le véhicule to grid. Donc grid, c'est le réseau, donc du véhicule vers le réseau électrique. Le V2H, c'est le véhicule to home, donc de la voiture électrique vers la maison. Et le V2L, c'est pour en fait le V2L, c'est le véhicule to L, donc to line. Donc c'est simplement pouvoir utiliser une prise de courant et se brancher sur la voiture. Alors pas pour encaisser tout ce qu'une maison peut supporter. Mais voilà, donc c'est une possibilité qu'offre le CHAdeMO. Alors maintenant, le CCS, il est en train de s'émettre. Notamment, j'ai fait un petit essai que vous retrouverez là-haut, le petit bandeau. Donc j'ai fait un essai de la Ioniq 5 qui propose le V2L. Alors au début, je pensais que c'était du V2G, du V2H, mais non, c'est du V2L. Donc c'est effectivement un adaptateur qui se met sur la prise CCS de votre voiture, et vous pouvez brancher une machine à café, une perceuse. Alors, je ne connais pas exactement l'ampérage maximum supporté, mais je pense que c'est au moins de l'ordre de... il me semble que c'est au moins de l'ordre de 10 ampères ou 15 ampères. Voilà. Donc ça permet déjà d'avoir des puissances conséquentes de l'ordre de 2500, 3000 watts. Donc bref, c'est quand même dommage ce format, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre des formats, et c'est un petit peu ce qu'on a vu, si vous avez connu comme moi l'avènement du DVD, hein, il y avait les laserdiscs, donc c'était des disques énormes qui ont été abandonnés au profit du DVD. On a connu la même chose avec les formats de cartes, et d'ailleurs c'est encore un petit peu toujours la guerre, hein, sur les cartes mémoire, où il y avait Sony qui avait le MS, je crois, le MS Card. Voilà, donc toutes les nouvelles technologies, à chaque démarrage de nouvelles technologies, les industriels, ils arrivent avec leurs brevets, et puis ils veulent vous vendre le truc plus fort qu'un autre. On est mieux que les autres. Le problème, c'est qu'en face de CHAdeMO, il y a le CCS Combo, qui est soutenu par beaucoup de constructeurs européens, d'autant plus que c'est, je crois, Mennekes, je ne dis pas de bêtises, qui a inventé la prise type 2. Or, la prise type 2, elle est incluse dans le CCS. Et ça, c'est un gros avantage, parce que même pour une voiture qui a une prise CHAdeMO, vous avez à côté une autre prise qui est la prise type 2. Donc voilà, donc, on s'y retrouve pas forcément. On se retrouve avec un gros bloc pour avoir deux prises côte à côte. C'est pas très pratique, et c'est vrai que la prise combo, elle est du coup, elle est multifonction. Et donc, Mennekes, un petit peu, qui est un fabricant allemand de prises, il a un petit peu pris le lead, soutenu par les fabricants européens de voitures, à l'exception bien sûr des voitures françaises. Donc c'est vrai que je parle du CHAdeMO, mais j'aurais pu dire qu'en flop, il y avait également la prise Type 3, qui a été peut-être même un plus gros flop en France que la CHAdeMO. Alors la CHAdeMO, c'est un flop plutôt mondial. La Type 3, en fait, c'est une prise qui a été développée uniquement sur les Renault. Donc les Zoé, les Twizy, et je crois le Renault Fluence, et le Kangoo Z2, les premiers modèles, les premières générations, donc par exemple la Zoé 32 kW, elle était vendue avec une prise type 3. Donc c'est l'équivalent de la prise type 2, mais c'est pas la même prise. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les parkings, par exemple moi j'habite à Aix, tous les parkings souterrains, ils avaient des jolies prises type 3. Seulement, c'est un format qui a été boudé par tous les fabricants, sauf Renault. Et même Renault a dû rétro-pédaler, et maintenant les Zoé sont équipés de CCS Combo et donc de prise type 2. Or, il se trouve en plus, c'est une autre hérésie, hein, c'est un autre flop, c'est que les Zoé, et je reviendrai d'ailleurs dessus, les Zoé n'étaient pas équipés initialement de prise à charge rapide, comme peuvent l'être les Nissan Leaf avec le CHAdeMO, ou toutes les autres voitures qui ont des prises de charge rapides et non pas accélérées, donc la Type 3 et la Type 2 étant des prises de charge accélérées.
Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu donc le CHAdeMO. Et alors le CHAdeMO, comme je vous le disais, il a eu l'exclusivité d'être monté sur les modèles qui venaient du Japon. Pourquoi? Parce que c'est un format japonais, donc il marche encore sur place d'ailleurs. C'est ça qui est fou, hein, c'est que le CCS qu'on connaît nous, le CCS Combo 2, c'est le format européen. Le combo aux États-Unis est différent. Donc si vous arrivez avec une voiture européenne aux États-Unis, vous ne pourrez pas la brancher, même une Tesla. Euh, Ensuite, alors, ce que je voulais montrer, c'est ça, et c'est un petit peu triste. Alors, je me cache. Ce qui s'est passé, c'est que au début, l'Europe a dit, pour toutes les stations de recharge qui vont être créées, on va imposer euh, une prise de chaque type. Donc, une prise CCS et une prise combo et une prise type 2. Or, donc ça, c'était quelque chose qui devait courir jusqu'en 2025 et qui garantissait, par exemple, aux propriétaires de véhicules qui ont des prises CHAdeMO, donc notamment les Nissan Leaf, ça leur garantissait de pouvoir se recharger un petit peu partout, avec même une certaine exclusivité, puisque maintenant, pratiquement toutes les voitures sont en CCS Combo. Ce qui fait que quand vous aviez les bornes Ionity qui sont que en CCS Combo, à côté, vous avez une borne CHAdeMO. Et donc, il y a un nouveau décret qui a accéléré les choses et qui a mis fin à l'obligation de la prise CHAdeMO. Je trouve ça... euh, alors, personnellement, je trouve ça embêtant pour les gens qui ont du CHAdeMO, mais je trouve que c'est bien parce que ça va accélérer la mise en place de bornes. Parce que une station, enfin, un fabricant qui veut mettre une borne à un endroit, il est obligé tout de suite d'en mettre deux, avec des technologies différentes, avec des brevets différents. Donc voilà. Donc, là, au moins, vous avez une seule prise. C'est vrai que le CCS Combo, maintenant, c'est devenu le standard. Néanmoins, je me mets à la place un petit peu de ceux qui ont des Nissan Leaf, et pire, des Nissan Leaf de deuxième génération, parce que euh, la Nissan Leaf, je ne sais pas si je ne l'ai pas là, mais voilà, la Nissan Leaf ancienne génération, donc la première, ça a été le véhicule le plus vendu au monde, rendez-vous compte, pendant de nombreuses années. Et quand la nouvelle génération de Nissan Leaf est arrivée sur le marché, alors que le combo était déjà en train de s'installer en Europe, ils ont maintenu la prise CHAdeMO. Alors que par exemple le Kia Soul EV, qui est ici, voilà, le Kia Soul EV, donc la première génération était effectivement en CHAdeMO, mais la nouvelle génération qui vient de sortir, elle est maintenant en CCS Combo. Parce que voilà, maintenant en plus le Kia, Hyundai, hein, le groupe Kia Hyundai s'est rapproché donc, et a rejoint le consortium Ionity, hein, qui est un consortium, un groupe de fabricants d'automobiles qui finance donc la société Ionity, qui développe, comme vous devez le savoir, des bornes de recharge un petit peu partout en Europe, qui sont exclusivement donc en CCS Combo. Enfin, exclusivement, sauf une prise sur le côté. Alors, là où ils sont malins, c'est qu'ils ont un petit peu dévié les textes de loi. Par exemple, Ionity, ils se mettent là où il y a déjà une prise combo qui a été mise par un autre fabricant. Alors, je pense notamment à ce flop. Je ne l'ai même pas mis dans le top d'ailleurs. Et pourtant, c'est une horreur. C'est le réseau Corridor. Le réseau Corridor, ça a failli tuer la voiture électrique. C'est plus des flops, c'est des scandales. Voilà, on est sur des scandales. Le scandale de la prise, enfin du réseau Corridor. Imaginez que vous fabriquez et vous implantez des prises partout sur les aires d'autoroute. Vous êtes financé, on vous donne de l'argent pour le faire. Et après, vous les retirez en disant: ah ben non, mais elle marche plus, il y a des petits problèmes, arrête ça, bon, on arrête tout. Moi je dis à ce moment-là, rendez l'argent. Enfin bon, bref, bon, pour moi c'est un autre scandale. C'est encore un flop. Tiens, j'y avais même pas pensé quand j'ai préparé ce petit. Mais effectivement, le réseau Corridor, c'est un flop. Et ça a vraiment failli tuer. Heureusement, Ionity est arrivé à ce moment-là pour prendre le lieu et place du réseau Corridor. Mais imaginez qu'il y a 50 stations, points de charge, donc stations de charge, qui ont été supprimées d'un coup. Alors en même temps, c'était les endroits où il y avait une borne à chaque fois. Alors aujourd'hui, avec ce qu'on voit de voitures électriques sur les routes, déjà les bornes Ionity, quand vous avez 4, 5, 8, en été, en ce moment, là, on est au mois d'août, il y a des endroits où c'est full, hein, vous arrivez à certains moments de la journée où vous ne pouvez pas charger parce qu'il y a plein de monde.
Donc imaginez s'il n'y avait qu'une seule borne. On n'aurait jamais plus. Heureusement que Ionity est arrivé, finalement. On peut dire merci à Ionity. Bref, pour revenir sur la prise CHAdeMO, tous ces véhicules, aujourd'hui, si vous les achetez d'occasion, faites très attention parce qu'ils ont la prise CHAdeMO. Et malheureusement, alors peut-être qu'il existe un adaptateur, je ne suis pas sûr. Enfin, vraiment, je n'ai jamais vu. Donc, si vous savez ça, mettez-le dans les commentaires. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Je vais mettre d'abord les 2 exceptions PHEV. Alors quoi? Ça veut dire que c'est un véhicule qu'on va recharger à la maison et qui va avoir 50 km d'autonomie en électrique et qui va également pouvoir rouler à l'essence. Et je pense que dans ces cas particuliers, la charge rapide n'est pas nécessaire, puisque quand vous faites les grands trajets, vous n'allez pas vous arrêter sur les bornes de recharge pour recharger 50 km et vous arrêter tous les 50 km. Ou alors, en même temps que je fais un plein, je fais une recharge. Bon, non, je pense pas. Je pense que quand vous roulez en vacances, vous mettez de l'essence, vous faites votre trajet, tant pis, ça consomme un peu plus. Et puis le reste du temps, vous êtes quasiment que en électrique pour faire 25 km aller, 25 km retour, donc 50 km par jour. Donc pour ces véhicules-là, c'est pas un problème, même si vous achetez l'occasion, je pense que c'est pas un problème d'être en CHAdeMO. Par contre, pour les Nissan, les Nissan Leaf et NV200, c'est un problème parce que c'est des véhicules, surtout la nouvelle génération de Nissan Leaf, la 60 kW, c'est des véhicules qui peuvent théoriquement traverser la France, hein, puisque vous allez faire des sauts de puce, certes, mais vous allez vous arrêter tous les 300 km pour recharger la voiture, même sur autoroute, c'est faisable. Sauf que là maintenant, voilà, c'est un peu du gâchis. Mais pour moi, c'est un flop. Donc voilà. Alors il y a d'autres exceptions, hein, j'ai mis les PHEV, mais il y a aussi la génération IMIF, donc c'est la Mitsubishi IMIF qui a été clonée en Europe avec la C0 et la Peugeot Ion, qui ont effectivement la prise CHAdeMO, mais c'est pas des véhicules qui ont vocation, parce qu'ils n'ont pas une grosse autonomie et puis bon, ils roulent pas très vite, ils n'ont pas vocation à prendre l'autoroute pour faire des très gros trajets, donc c'est plus des véhicules qu'on va privilégier pour des déplacements journaliers, quotidiens, maison-travail. Voilà. Et puis effectivement, donc c'est précisé, mais ici c'est simplement pour dire que les Tesla peuvent se brancher sur les bornes CHAdeMO avec un adaptateur. Et puis maintenant, si vous suivez l'actualité Tesla, vous savez que même les anciens modèles X et modèle S peuvent être mis à jour pour directement avoir la prise CCS combo dessus. Voilà, donc ça c'était sur le combo. Le scandale numéro 4, le flop numéro 4, qui est aussi un scandale, c'est l'Opel Ampera E qui est apparu d'abord sous le nom de Bolt ou Bolt EV aux États-Unis, sous l'écusson, que je dise pas de bêtises, sous l'écusson Chevrolet. Donc c'est la Chevrolet Bolt qui a été nommée en Europe l'Ampera E de Opel, la Chevrolet Bolt EV ou Volt, non Bolt, bon, bref. Donc l'Ampera E, à ne pas confondre avec l'Ampera qui est une hybride plug-in qui a été malheureusement aussi abandonnée. C'est les scandales d'abandonner des voitures aussi performantes. Bref, l'Ampera E arrive en Europe au Mondial de l'Auto et je l'ai vu et je me suis dit, ouah, ouah, voiture, alors 500 km, oui, NEDC, mais quand même, par rapport à ce qui se faisait en 2016, moi, au même moment, j'essayais aussi au Mondial du 2 roues, j'essayais la Ioniq électrique avec 28 kW. Et là, c'est une batterie de 60 kW, donc le double. Et elle s'engageait sur, enfin, elle annonçait 500 km d'autonomie, soit en réel, on va dire 400 km. Et c'était vraiment génial. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, Opel a été revendu à Peugeot. Alors, Opel, mais pas Chevrolet. Et dans la transaction, Peugeot, alors il faut rappeler que le directeur de Peugeot, je l'aime pas beaucoup celui-là parce que tout le mal qu'il dit des véhicules électriques, c'est pas mon copain, même si aujourd'hui ils sortent les véhicules électriques. Donc Peugeot était pas très pas très engagé sur la voie de l'électrique. Et puis en plus, Chevrolet ne voulait pas vraiment revendre son véhicule en Europe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines Chevrolet qui ont été vendues, je crois sous le nom Ampera E en Europe, mais uniquement dans les pays nordiques, en Norvège notamment, mais quelques centaines, pas plus. Or, ça aurait pu être un véritable carton. Imaginez, c'est une voiture qui aujourd'hui encore est au goût du jour. Alors, ils viennent de sortir une nouvelle génération de Chevrolet Bolt ou Volt, je ne sais plus. Mais encore aujourd'hui, c'est une voiture. Mais seulement pendant la transaction avec Peugeot, ils ont dit nous, on garde l'Ampera E, on ne vous la vend pas. Toute la licence Ampera E, on ne vous la vend pas.
Effectivement, en plus, les usines elles étaient, il me semble-t-il, aux États-Unis, donc ça ne les intéressait pas de continuer à produire l'ampère à eux. Voilà, donc c'est un mini scandale quand même. Ça freine l'électromobilité, et moi, tout ce qui freine l'électromobilité, ça me fâche. Et donc, bah voilà, on voit d'ailleurs que à l'époque, quand elle est sortie en 2016, il y avait des comparatifs. Quand elle est sortie, quand elle a été présentée en 2016, je vous assure, je l'ai vu sur le salon, c'était l'événement du mondial du deux roues 2016 à Paris. Et il y avait un stand énorme avec un truc, parce qu'elle venait, en plus c'était le modèle qui venait d'arriver de Londres par la route, qui avait fait plus de 400 km donc, en réel. Donc moi je me disais, mais oh, cette voiture elle est dingue, quoi. Mais bon, non, ça ne s'est pas fait. Voilà, et puis bah, vous voyez, à l'époque, elle était vraiment parfaite, quoi. Le scandale numéro 3, le flop numéro 3, c'est aussi un scandale, quelque part. C'est l'Autolib, donc le véhicule partagé sur l'Île-de-France, et notamment, enfin essentiellement sur Paris. Et donc le concept était, encore une fois, on est sur quelque chose qui est génial au départ, et puis qui a été broyé, hein, on peut dire, enfin, choisissez les termes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Autolib a été créé par la ville de Paris, donc c'est une société, on va dire, qui a été créée, je n'ai pas les termes juridiques exacts, mais pour mettre en place un système d'autopartage de véhicules sur Paris, pour que les franciliens qui n'ont pas de voiture, ou qui n'ont pas simplement de stationnement, puissent bénéficier de temps en temps d'une petite voiture pour se déplacer en ville. Et donc, voilà, concept génial. Et là où ils sont malins, la ville de Paris, c'est qu'ils disent, nous on veut, donc ils font un appel d'offres, ils disent, on veut un véhicule qui sera autofinancé. Donc on ne veut pas avoir à mettre à la main à la poche de la création de l'Autolib. Et donc il y a un appel à candidature, et il y a plusieurs, Veolia notamment, il y a plusieurs groupes qui répondent, et puis ceux qui l'emportent in fine, c'est Bolloré. Et donc le groupe Bolloré en Bretagne fabrique des batteries qui sont des batteries lithium métal polymère, et qui est donc une technologie assez particulière, qui a un inconvénient, alors qu'il y a des avantages, certes. Donc l'avantage d'être très robuste, de supporter de supporter les charges à 100%, pas de risque d'incendie, enfin minime en tout cas, mais avec un inconvénient majeur, c'est qu'elle doit être maintenue en permanence à 60 degrés. Et donc ce qui se passe, c'est que si la voiture n'est pas branchée, au bout d'un moment, elle va se décharger à vitesse grand V. Et donc en fait, même quand elle est au repos, la voiture doit être branchée et consommée pour chauffer la batterie. Pour l'utiliser, il fallait que la voiture soit branchée en permanence. Et ce qui s'est passé avec ces voitures, c'est elles apportaient grande satisfaction aux franciliens. Je sais que, alors j'ai eu quelques retours, j'ai quelques amis à Paris et qui me disaient, il peut arriver que vous louiez une voiture comme ça, quand vous l'ouvrez, ça sent le vomi à l'intérieur, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la soirée d'hier avec des copains un peu... Bon. Et oui, donc il y avait des problèmes, et bien sûr, comme il peut y avoir avec les Vélib. Donc effectivement, Bolloré, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé des frais de perte financière. Pourquoi? Parce que c'était pas rentable pour eux. Et donc l'offre qu'ils avaient faite, elle tenait pas la route, tout simplement, hein. Donc la ville de Paris a dit, vous êtes bien gentil, mais nous on va casser le contrat qui a lieu jusqu'à normalement 2025, puisque voilà, alors j'ai quelques petites valeurs ici, donc c'était en 2018, voilà, hein, donc le divorce est proche. Donc effectivement, c'est marqué à l'origine de cette rupture, une annonce de... Voilà. Donc ils demandaient 233 millions d'euros à titre de déficit prévisionnel, parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent, donc ils ont dit que c'était à la ville de Paris de payer. Chose qui a un peu fait tiquer les Parisiens, enfin en tout cas la mairie de Paris, et donc ils ont décidé de rompre. Et on voit notamment cette histoire de batterie qui coûtaient à l'unité, elles étaient vendues 38 000 euros. Donc quand il y avait des défauts de batterie, elles étaient changées et facturées 38 000 euros. Donc 38 000 euros, c'est le prix d'une Zoé full option, quoi. Et pas que d'une batterie. Donc cette technologie lithium métal polymère, là, elle est
bien tout ce qu'ils veulent, sauf qu'il faut qu'elle soit chargée en permanence, sauf que ceci, sauf que cela. Et au final, voilà, on a le prix au kilowattheure des batteries. Pour une Zoé 40, c'est 180 euros. Pour une batterie Bolloré, c'est 1260 euros. Donc tout ça a fait que, enfin voilà, ça a vraiment, ça a achevé de Bolloré. Et, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc la ville de Paris a essayé de dire bon, on va mettre autre chose. Ils ont fait des appels d'offres et plutôt que de d'accepter un seul appel d'offres, ils en ont accepté plusieurs. Alors je ne sais pas quelle voiture est mise en place. Je ne sais pas si c'est des Smart électriques, si c'est des Zoé, mais visiblement il y a plusieurs sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres et qui ont été prises. Mais visiblement, ça a du mal à démarrer. Alors, j'ai pas réussi à avoir vraiment d'informations. J'ai lu un petit peu des articles, notamment sur Le Monde. Si vous habitez en région parisienne ou si vous connaissez un petit peu le fonctionnement actuel en 2021 de ce qui remplace l'Autolib, le successeur d'Autolib, alors les successeurs d'Autolib, puisqu'il y en a plusieurs. Alors je sais en plus qu'ils ont changé de nom, puisqu'il y a des rachats de sociétés, tout ça, donc ça veut dire nouvelles applications, parce que ça marche avec les téléphones et tout. Donc il y a plein de trucs géniaux, mais la disparité des offres fait que ça rend tout compliqué. Alors on le verra aussi sur un autre flop que je vais aborder un peu plus tard. Voilà, ça c'était donc pour vous montrer un petit peu voilà, alors le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est une espèce de cimetière. Alors, ces voitures ne sont pas complètement à mise au rebut, parce qu'il y en a qui sont revendues à des particuliers. Est-ce que c'est un bon choix d'achat, ce genre de voiture? Je crois qu'elles ont toutes été vendues. Alors, il y en avait 1200 ou 1500 voitures pour à peu près 6000 places électrifiées, 6000 places de stationnement électrifiées sur Paris. Alors, ça a aussi du bon, c'est que maintenant, il y a quand même des prises électriques qui sont disponibles pour les gens qui veulent rouler en électrique en étant urbain. Voilà. Néanmoins, bon, je trouve que c'est quand même dommage de voir ces photos. C'est triste. Pour moi, c'est des scandales. C'est un scandale d'avoir. Bon. Alors vous le verrez, je vous le redirai un petit peu après, mais j'ai mon point de vue aussi. Il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir pour comprendre que oui, c'est un scandale, mais. Alors, le flop numéro 2, pour moi, le deuxième plus gros flop sur la voiture électrique, c'est la location de batterie. La location de batterie qui a été essentiellement mise en avant par Renault. Enfin, juste quand je dis le titre, normalement, je pense que vous avez compris. Mais le principe, c'est quoi? C'est que vous achetez une voiture en pleine possession. Alors, je ne parle pas de LOA, où là, vous louez tout. Vous louez la voiture, la batterie, tout. Mais vous achetez une voiture en pleine possession et toute votre vie, vous aurez un fil à la patte. C'est-à-dire que tous les mois de la vie de la voiture, vous serez obligé de payer une centaine d'euros pour avoir le droit d'utiliser la batterie, simplement en vous disant, l'avantage, c'est que si un jour il y a un problème de batterie, elle sera changée. Alors, je suis allé sur les forums à plusieurs reprises, plusieurs années consécutives, pour essayer de trouver des gens qui ont eu des problèmes de batterie et dont les batteries ont été prises en charge. À ce jour, je n'en compte pas plus d'une dizaine. J'ai fait des recherches actives et j'ai pas plus d'une dizaine de personnes qui ont été capables de me dire, moi, ma batterie a eu un problème, au bout de 100 000 km, elle a été changée. Pourquoi? Parce que en fait, les conditions de reprise des véhicules sont drastiques. Donc si vous avez fait le moindre truc, s'il y a le moindre pet en dessous de votre voiture, si votre voiture elle a plus de tant de milliers de kilomètres, en fait, si l'usure ne dépasse pas tant de pourcents, donc c'est genre 35%, je crois que c'est 30 ou 35, bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un véhicule, je prends la première Zoé, 32 kWh, qui avait donc une batterie qui avait une autonomie d'à peu près 200 km, à la louche. Cette voiture-là, 200 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez 30% de capacité, vous allez avoir plus que 140 km d'autonomie. Alors, ça reste très bien comme voiture secondaire, mais c'est un peu frustrant de se dire que vous allez payer pour avoir jusqu'à ce que votre voiture n'ait plus que 140 km d'autonomie. Parce que, alors, encore une fois, si vous regardez au-dessus de moi, je vais mettre le test que j'ai fait sur la Ioniq électrique 28 kWh, dont j'ai encore la possession aujourd'hui. Et donc cette voiture, elle a aujourd'hui 100 000 km. Je n'ai pas perdu 1% de capacité. Si j'avais acheté une voiture
avec une location de batterie, je me dirais aujourd'hui, je donne 100 € tous les mois pour une batterie qui est encore aujourd'hui neuve. Au bout de 5 ans, j'aurais déjà payé 6 000 €. Une batterie neuve Zoé, ça coûte 8 000 €. Mais la batterie neuve, 50 kW. Aujourd'hui, une batterie neuve, 32 kWh, à Renault, elle coûte beaucoup moins cher. Donc c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Et quand j'ai croisé ce matin quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté une Renault Zoé l'année dernière et je l'ai acheté avec la location de batterie. Et je me dis, bah voilà, on est typiquement dans le cas du commercial qui pense bien faire son travail. Hein. C'est ce qu'il dit, ce charmant monsieur. Il dit, moi, ce que j'aime dans ce travail, c'est que je construis un rapport de vérité avec mes consommateurs. Or, quand j'ai acheté la Ioniq électrique, bien sûr, avant, j'ai fait le tour des concessionnaires, j'ai essayé plein de voitures électriques, en tout cas, celles qui étaient sur le marché, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein, je peux vous les citer. J'ai essayé la Nissan Leaf, première génération, qui était très bien. J'ai donc essayé la Zoé, j'ai essayé la Kia Soul EV, j'ai essayé la BMW i3, donc qui était beaucoup trop chère pour moi. Et puis finalement, donc, j'ai essayé, donc, je vous lis, la fameuse Renault Zoé. Or, cette Renault Zoé, quand je l'ai essayé, le commercial, le premier truc qu'il a fait, c'est d'essayer de me vendre une Clio. Alors bon, je l'ai assez vite recentré en disant non, mais moi c'est la Twingo qui m'intéresse, la Zoé qui m'intéresse parce que je veux un modèle électrique. Et tout de suite, on se met à parler de la location de batterie. Mais je dis mais moi la batterie, je veux pas la louer. Ah mais il me dit mais on fait que ça. Donc rendez-vous compte, les gens avant, ils étaient obligés de louer la batterie. Donc c'est un fil à la patte à vie de cette voiture. Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture d'occasion. Vous allez sur le Bon Coin et vous allez faire défiler et vous allez vous apercevoir de quoi? Vous allez vous apercevoir que vous avez pratiquement que des Zoé. Alors déjà parce que c'était la voiture la plus vendue en France. Hein, à l'époque. Alors encore aujourd'hui, hein, elle trust, je sais que ça bastonne un peu avec la Tesla Model 3, mais c'est une voiture qui est énormément vendue. Mais c'est une voiture qui, à plusieurs égards, assez scandaleuse. Déjà, avant, elle avait la prise Type 3, qui a été remplacée par la Type 2. Avant, il y avait la location de batterie. Donc imaginez quelqu'un qui aujourd'hui a une Zoé 32 kW, donc avec 200 km d'autonomie. Bon, c'est bien. Bon, peut-être qu'elle a perdu un petit peu, donc on va dire 180 km d'autonomie. Elle a une prise Type 3 dessus, donc qui est plus compatible avec une seule prise nulle part. Donc ça veut dire que vous pourrez la charger que à domicile. Et donc si vous la chargez à domicile, ça veut dire une charge lente. Donc ça veut dire que la batterie ne va pas se dégrader. Et en plus, vous allez avoir un fil à la patte, c'est-à-dire que vous êtes obligé de payer 100 € par mois. Qui va acheter une voiture d'occasion qui va lui coûter 5 000 € en disant, à côté, il faut que je paye encore à vie 100 € par mois pour cette voiture. Dans 5 ans, ma voiture aura doublé de prix. Et l'argument des commerciaux, écoutez bien, l'argument des commerciaux, c'était oui, vous payez la location de batterie, mais vous ne payez plus l'essence. C'est un petit peu comme de payer l'essence. Ça vous coûte beaucoup moins cher en batterie, en location de batterie, que le prix de l'essence. Et je disais, mais oui, mais l'électricité, il faut bien la payer. Et chez tous les autres fabricants, quand vous achetez une batterie et que vous êtes propriétaire, vous êtes en pleine possession de la batterie, vous ne payez que l'électricité. Vous ne payez pas l'essence non plus. Eh bien, voilà, c'est ce qui a fait que vraiment la Zoé a été bypassée. Moi, j'ai dit, c'est hors de question d'acheter ce genre de voiture. Moi, je sais que les gens sont ravis des Zoé, mais vous allez voir que encore à d'autres égards, la Zoé, elle fait fort en termes de flop. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle continue à truster les ventes. Et moi, ce que je ne comprends pas toujours par rapport à ce flop de la location de batterie, c'est que les subventions étaient versées intégralement malgré le fait qu'on n'achète pas la batterie. Alors aujourd'hui, il est possible chez Renault de racheter le crédit, de racheter le crédit sur la batterie, enfin la location de batterie, sauf que ils ne vont pas vous le remplacer. Donc en fait, vous allez acheter, aujourd'hui, vous allez avoir une voiture qui va avoir 150 000 km. Vous avez déjà largement peut-être déjà payé le prix de la batterie d'une batterie neuve. Mais ils vont vous dire, vous gardez cette batterie qui a déjà beaucoup de kilomètres. Et puis en plus, vous allez nous donner, je ne sais plus quelle somme c'est, mais je crois que c'est les sommes aberrantes du style 4 000 €. Donc pour vous affranchir à vie, vous allez être obligé de payer encore 4 000 €. Et puis si vous avez une batterie qui a 150 000 km, qui sait combien de kilomètres vous allez encore faire.
avec une voiture qui a 200 000 km d'autonomie. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, voilà, de votre avis de la Renault Zoé. Alors, on voit ici d'ailleurs le prix. Alors, je sais, c'est tout petit. J'aurais pu, je vais un peu le grandir. Voilà. Donc, pour une voiture, donc, alors là, c'était carrément pour une location. Voilà, loyer mensuel de location de batterie sur une voiture que vous allez avoir plus de 36 mois. Donc, si vous l'avez en leasing, 24 mois, ce sera 112 € en plus du leasing de la voiture. Et si vous dépassez, donc si vous l'avez en plein achat, jusqu'à 20 000 km par an, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plus, c'est 102 € par mois. Alors, ces chiffres sont peut-être sont obsolètes de toute façon, puisque aujourd'hui, la Zoé ne propose plus la batterie en location. Alors, il n'y a pas que la Zoé d'ailleurs qui proposait la location de batterie, il y avait toutes les Renault, et puis d'autres fabricants, je crois que même Nissan au début le proposait. Et seulement, aujourd'hui, quand vous voyez une voiture d'occasion sur le Bon Coin électrique, vous n'avez pas envie de mettre 100 € par mois dessus, quoi. Vous avez juste envie de mettre 100 € par mois dans un petit crédit pour vous acheter une électrique, mais pas pour payer en plus la location. Enfin, c'est même plus une location, c'est un droit de rouler avec. Imaginez, on vous loue le réservoir de votre voiture à essence, en disant, vous nous donnez 10 € par mois pour avoir le droit d'avoir un réservoir dans votre voiture. Qu'est-ce qui se passe si je paye plus? Ils reprennent la voiture. Bref, un gros flop, un scandale même, un scandale. Autre scandale, donc pour moi c'est le numéro 1 parce que c'est General Motors a voulu, je pense, tuer la voiture électrique dans l'œuf. Si derrière Tesla n'était pas arrivé et Renault et Nissan avec la Zoé, la Leaf et la Tesla Model S, si des voitures comme ça n'avaient pas un peu commencé à démocratiser la voiture électrique, je pense qu'on n'aurait tout simplement jamais entendu parler de voiture électrique. Là, vous voyez, cette voiture, c'est la EV1. Elle est sortie en 1996. Imaginez-vous, il y a plus de 20 ans. Il y a 24 ans, elle est sortie. Alors, c'était le prototype en 96, je crois, ou 96-97. Elle est sortie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, General Motors a dit on arrête, on récupère toutes les EV1. Alors, c'était une voiture vraiment géniale. Elle avait déjà, à l'époque, 250 km d'autonomie. Elle avait une accélération de fou. Il y a des stars qui roulaient avec. Je vous mettrai en lien un reportage sur YouTube que j'ai vu il y a un certain moment, alors qui faisait un peu l'apogée, oui, de Tesla, mais qui parlait notamment de l'EV1, en disant à quel point ça avait été un scandale. Les gens avaient fait des manifs. Alors voilà, d'ailleurs, c'est ça. On voit manifestants qui font le pied de grue à Burbank devant un centre de stockage appartenant à General Motors. Pourquoi? Parce que General Motors, toutes les EV1, elles étaient en location. Il y en avait 1117, si mes souvenirs sont bons. 1117 EV1 avaient été produites et ils les ont toutes récupérées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont toutes mis à la casse. Ça fait mal de le dire. General Motors clairement a perdu au moins 10 ans, voire 20 ans d'avancée technologique en mettant cette voiture à la casse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est l'intérieur de la EV1 de l'époque. Alors ça a un côté un peu vintage quand on le voit aujourd'hui, mais à l'époque, on voit que ça avait un petit côté high-tech. Voilà. Et donc, on a ce fameux... Alors c'est sur Le Monde, c'est toujours sur l'article du Monde que j'avais repris, qui dit donc l'exit l'EV1, 1117 exemplaires, c'est ce que je vous disais, fabriqués, ont été envoyés à la casse, hormis ceux remis à des musées ou des universités. Rick Wagoner, je ne sais pas si je le prononce bien, c'était le patron de General Motors à l'époque, et c'est lui qui a ordonné de récupérer, mais manu militari, c'était pas à la fin du leasing on récupère la voiture, c'était d'un seul coup, ils ont récupéré toutes les voitures, ils ont toutes mises à la casse. Et aujourd'hui, donc, il a reconnu que le sacrifice de l'EV1, ça a été la pire décision qu'il ait prise. Il faut savoir qu'on était en pleine, pas crise pétrolière, mais au contraire, c'était un moment où l'essence était très peu chère. Alors voilà, et c'est vraiment dommage. Voilà, ça a donné lieu à des empilements de voitures. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas été garées côte à côte pour dire un jour on les réutilisera. Et puis, imaginez que dans chaque voiture, il y a des batteries qui dorment. Et 250 km d'autonomie sur des voitures de la technologie de l'époque, ça veut dire que c'est des batteries qui font au moins 40 kWh, quoi. Ou 40 kW, bref. Mais tout ça pour dire que c'est un vrai gaspillage et un vrai gâchis. Donc c'est un vrai flop de la voiture électrique. Voilà, donc ça c'était les flops de la voiture électrique, mais j'en ai pas fini avec vous. Restez là parce que la vidéo est loin d'être terminée. Mais avant tout, je voulais vous dire que à travers ces flops, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que
vraiment il y a eu plein de bêtises de faites et puis d'avoir un peu peur et de se dire mais qu'est-ce qu'il va encore y avoir comme bêtise qui va être faite. Mais on peut également considérer que tout ça a fait avancer la voiture électrique. Alors effectivement, mon l'EV1, c'est peut-être pas le mieux, euh, mais le fait, par exemple, on parle de la prise Chademo, le fait qu'il y a un moment, on est obligé de faire un choix, ça veut dire qu'on avance. Hein. Si on était toujours sur la bataille des formats de prise, ça veut dire que bon, il n'y a rien qui a été élu et du coup, on serait toujours dans un flou. Aujourd'hui, il y a un choix qui a été fait. Le Chademo a été sacrifié en Europe. Alors, il est, comme je le disais, hein, c'est un format japonais et il est toujours d'actualité au Japon. Mais vraiment, je pense que malgré tout, voilà, on peut aussi voir que, par exemple, la location de batterie sur les Zoé, même si c'est pour moi un véritable flop, c'est une aberration économique de vouloir vendre des voitures aussi chères, enfin, de vouloir vendre la batterie alors que finalement, il y en a très peu qui ont été changés encore aujourd'hui et qui continuent à payer et donc qui ont largement payé le prix d'une deuxième batterie, hein, enfin qui ont largement remboursé leur première batterie en tout cas. Euh, mais, euh, mais je pense que ça a fait avancer les choses parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas rassurés sur le passage à l'électrique et qui finalement en ayant une Zoé se sont dit ah bah ouais en fait c'est génial la voiture électrique et qu'ils l'auraient peut-être pas acheté s'ils n'avaient pas eu cette garantie. Et peut-être que quand ils ont acheté la deuxième voiture, ils se sont dit bon bah finalement non la location de batterie ça sert à rien. Donc s'ils ont repris une Zoé, ils ont pris la batterie s'ils ont racheté une deuxième Zoé, peut-être qu'ils l'ont pris en pleine possession. Donc c'est certainement des cas qui ont fait de toute façon évoluer la voiture électrique. Alors je voulais quand même continuer avec les flops, hein, parce que là vous avez les 5 plus gros flops, mais il y en a 5 autres qui me viennent à l'esprit et que j'ai voulu partager avec vous. Donc il y a bien sûr les cartes, les badges, les cartes pour les prises de recharge rapides. Chacun y va de son propre format, c'est un bazar sans nom. Alors là, vous voyez, bon, il y en a même que 4, mais on a un nombre. Alors moi personnellement, pour vous dire, j'ai la Kiwi Pass qui était fournie avec la Ioniq quand je l'ai acheté. J'ai ChargeMap, hein, qui est l'indispensable. Hein, c'est celle que je conseille si vraiment vous voulez prendre une carte pour faire des recharges un petit peu dans les endroits que vous ne connaissez pas. J'ai la recharge, c'est le nom de la carte de la région des Bouches-du-Rhône. J'ai Shell, voilà, la carte de Shell. C'est assez drôle, hein, fabricant d'essence. C'est un petit peu comme Total Energy qui essaye de revendre, qui essaye de nous vendre du rêve en nous faisant croire qu'ils font tout pour, après tout ce qu'ils ont sorti de pétrole. Bref, voilà, donc je trouve que c'est un vrai flop. Hein, et pourquoi ne pas mettre tout simplement une carte que tout le monde a dans sa poche et qui s'appelle la carte bancaire. Voilà, ce serait tellement plus simple d'avoir en plus maintenant avec le paiement sans contact, enfin voilà, il y a plein de raisons de plus s'encombrer de cartes. Alors maintenant, évidemment, ça s'améliore. De plus en plus, il est possible avec un portable de scanner le QR code. On tombe sur un lien, on tape son numéro de carte bancaire, on paye la charge, mais on donne son numéro de carte bancaire et puis on recharge, tout ça. Bon, il y a d'autres solutions qui permettent de se passer de plus en plus des cartes, mais enfin bon, c'est un non-sens. Alors j'en profite, il y a quelque chose dont je ne parle pas forcément dans ces flops, mais qui rejoint vraiment le côté des bornes de recharge. Alors, arrêtez, c'est un point de vue personnel, hein, arrêtez de mettre les bornes de recharge sur les centres commerciaux à côté des entrées. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir une voiture électrique, c'est pas être handicapé. Alors on peut être handicapé et avoir une voiture électrique. Donc il faut créer une place handicapée avec une borne de recharge. Mais les places pour les voitures électriques n'ont pas besoin d'être juste à côté de l'entrée. Et d'autant plus que si, ma théorie c'est ça, je prends le parking Ikea de Vitrolles, il y a 2 bornes de recharge juste devant l'entrée. Et ben les 3 quarts du temps, soit il y a des véhicules électriques mais qui ne sont pas branchés, donc c'est ce qu'on appelle des voitures ventouses, soit il y a des voitures thermiques qui y sont et qui forcément ne sont pas branchées, parce que c'est aussi des voitures ventouses. Ou alors il y a des voitures qui se branchent alors qu'ils ont besoin de récupérer 1 kW, mais juste pour dire on se branche là, du coup je mets la prise, comme ça en même temps j'en profite, c'est gratuit, voilà, c'est formidable. Mais tout ça c'est un non-sens. Arrêtez de mettre les bornes de recharge pour les parkings à côté des entrées. Mettez-la au bout des parkings. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas vraiment besoin de recharger à 100% votre voiture, il vous manque que 2 kW ou vous avez encore 90% d'autonomie sur votre voiture, vous n'avez pas besoin de la charger.
Donc c'est vrai que la facilité, c'est de dire, bah, comme j'ai une voiture électrique, bah, je vais me mettre à la place pour les voitures électriques, puis bah, du coup j'en profite pour me recharger, et en plus je garais juste à côté de l'entrée. Que si la place de parking elle est tout au bout du parking, bah là vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'aller vous garer. Vous n'irez vous garer sur cette place que si vous avez vraiment besoin de vous recharger. Ce qui fait que ça permettra de laisser les bornes beaucoup plus souvent disponibles pour les personnes qui ont besoin de se recharger. Parce que si moi j'arrive et que j'ai plus que 3% d'autonomie sur ma voiture, et je me dis, bon, bah, il faut que je me recharge absolument, j'arrive, j'ai une borne gratuite, je vais là, et puis bah, là, il y a un mec qui est garé, oui, c'est devant l'entrée, donc génial, il s'est garé, et il a mis sa Golf hybride plug-in, il l'a branché dessus, et puis bah, moi, bah, j'ai plus qu'à attendre qu'il sorte du magasin pour me rebrancher, quoi. Alors que si l'hybride plug-in, si il arrivait devant le magasin et puis que la place elle était au bout et qu'il y avait plein de places devant le magasin, bah, il ira pas se mettre à la borne. Non, non. Voilà. Donc clairement, comme dans les parkings souterrains, inutile de mettre les places juste à côté des sorties. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Et puis mettez-nous un lecteur de carte bancaire, bon sang, lecteur de carte bancaire pour payer. Et puis voilà, c'est tout quoi. Enfin, oh là là, c'est tellement simple. Pourquoi se compliquer la vie? Enfin bon. Bref, c'est un beau flop. Et coucou, alors je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. En fait, je suis en train de faire l'édition vidéo de l'enregistrement que j'ai fait. Et puis je m'aperçois que j'ai encore un flop à ajouter justement et qui va très bien avec les cartes de recharge. C'est cette histoire de facturation à la minute de charge ou au temps de charge. Et je trouve que c'est effectivement, c'est créer encore une nouvelle fracture sociale. C'est-à-dire que les gens qui ont des voitures qui chargent lentement, donc les voitures moins chères, vont payer plus cher pour faire le plein que des gens qui ont une voiture qui coûte plus cher, mais qui charge plus rapidement. Alors effectivement, l'idée derrière ça, c'est de dire on va éviter d'avoir des voitures qui vont rester trop longtemps en recharge, mais seulement quand vous êtes sur la route et que vous voulez traverser la France avec par exemple, on va dire une Hyundai Kona électrique, donc vous avez une vitesse de charge qui va monter au maximum, je crois, à 70 kWh. Et je trouve que c'est pas juste que cette personne soit obligée de charger 2 fois plus longtemps qu'une e-tron, donc le mec qui a déjà les moyens, et il va payer moins cher l'électricité parce qu'il va charger beaucoup plus vite. Voilà, donc ça s'ajoute au coup de gueule. Je reviens tout de suite, j'arrête de parler et je remets tout de suite la suite de la vidéo. Un flop, c'est un buzz. Alors toujours Nissan, je n'ai rien contre le consortium Nissan-Renault, le groupe Nissan-Renault. Mais si j'en parle beaucoup, c'est effectivement parce que c'est les véhicules les plus vendus. Les Nissan Leaf ont été les véhicules très longtemps, les véhicules qui ont trusté les ventes de véhicules électriques dans le monde. Et les Renault Zoé ont été très longtemps et sont encore les véhicules les plus vendus en Europe. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu plus que des voitures un peu plus exotiques, nous dirons. Donc le Rapid Gate, c'est un buzz pour la nouvelle Nissan Leaf quand elle est sortie. Alors c'était en 2018. Et quand elle est sortie, Björn Nyland fait un essai sur autoroute. Donc il roule avec, il la charge une fois. Montée en température forcément. Il roule encore, il s'arrête au bout de 250-300 km pour recharger. Et là, plus rien. Ça charge plus. Sachant que la charge maximum était déjà de 50 kWh. De 50 kW, je sais jamais. Bref, de 50. Et il se retrouve là, il se retrouve plus qu'avec 20 kWh de vitesse de charge. Pourquoi? Parce qu'il y avait une absence de système de refroidissement de la batterie intégré dans le véhicule. Et donc, la batterie, au fur et à mesure, avec les recharges rapides, elle chauffait et donc elle interdisait la charge rapide. Voilà. Donc, c'est un beau flop et ça finit d'achever la carrière de la Nissan et de promouvoir le format CCS, puisque la Nissan Leaf, la deuxième génération, comme je disais tout à l'heure, a fait l'erreur monumentale, plutôt que voyant le CCS arriver en Europe, de dire on va peut-être passer au CCS. Maintenant, ils ont insisté avec le chat des mots en disant c'est notre format, on a installé des bornes un peu partout, donc maintenant on veut que les gens ils utilisent le chat des mots. Bon, je pense qu'il y a un moment, ils auraient dû un peu plus tôt se rendre compte de l'erreur qu'ils faisaient. Ensuite, alors c'est toujours sur voilà, on est toujours sur la Nissan Leaf. Donc on voit ici la première recharge à 70 en violet, la deuxième, la troisième, et puis plus ça monte, plus la température, donc bien sûr la température va monter, et du coup la vitesse de charge en fonction de la température elle baisse.
Alors je ne sais pas trop si c'est ça l'interprétation de ce graphisme, mais c'est la réalité des faits, c'est ça. C'est que plus on charge, si on fait de l'autoroute et qu'on veut faire 1000 km, à chaque fois, la voiture va être chargée de moins en moins vite. Donc un vrai problème pour traverser la France. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, le format combo sur les voitures, enfin le format, les recharges rapides, donc le format combo CCS, hein, devrait être obligatoirement installé sur les voitures. Et quand je vois qu'aujourd'hui sur une Renault Zoé, vous pouvez acheter une voiture et que la charge rapide est une option, alors que les batteries font 50 kW, donc on pourrait très bien traverser la France avec une voiture comme ça. Et ben, si vous n'avez pas l'option qui coûte quand même 1000 €, et ben, vous vous faites avoir et vous ne pouvez pas traverser la France. Et qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur France 2? Il y a un journaliste qui a fait son « Ouais, moi, les voitures électriques, c'est nul. Bon, allez, je vais en tester une, je vais faire un reportage. » Allez, il prend une Renault Zoé, il part de Paris, il va aller, je crois, à La Rochelle. Résultat, il a mis 12 heures. Oui, parce qu'il en avait pris une qui n'avait pas de recharge rapide. Et il n'avait pas pris le câble T2 pour se recharger en accéléré. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a eu. Enfin, bref, il n'a pas pu faire grand-chose. Et donc, il dit que c'était la galère. Donc, voilà ce qui fait très mauvaise presse. Ce qui fait très mauvaise presse aux véhicules électriques, c'est d'une part des gens qui sont un peu stupides, parce qu'on ne change pas de technologie sans se renseigner un minimum. On ne passe pas de l'essence où on sait qu'on a des stations un peu partout, à l'électrique, alors qu'on sait que l'autonomie, c'est un point qui peut être délicat. Enfin, franchement, à qui m'appelle ce gars-là, qui laisse un commentaire, et je vais lui en parler, je vais lui expliquer ce que c'est qu'une voiture électrique. Enfin bon, franchement, ni fait ni à faire. Donc, je comprends pas. Pour moi, c'est un flop. C'est aussi un scandale. J'aurais dû dire le top des scandales de la voiture électrique. C'est aussi un scandale que des voitures ne soient pas proposées avec du combo. Et même le combo 50 kW, pour moi, c'est pas assez. Ça devrait être le minimum, ça devrait être 100 kW. Aujourd'hui, le réseau Ionity qui se développe, il propose des recharges à 350 kW. Si vous achetez des voitures qui chargent à 50 kW et que vous allez sur des bornes Ionity qui chargent à 350, vous êtes quand même limité à 50. Ce qui fait que en été, vous allez arriver sur les bornes Ionity, puis vous allez avoir plein de voitures qui chargent à 50 kW, et puis vous êtes là, Et puis vous allez rouler en Ioniq 5, hein, qui a une vitesse de charge qui monte à 230 kW. Et puis d'ailleurs, voilà, ça sert à rien d'acheter une voiture qui charge rapidement, si c'est pour voir des gens qui ont acheté des voitures avec des charges lentes. Donc, pour moi, c'est vraiment... Il y a des baffes qui se perdent. Franchement, les constructeurs devraient systématiquement mettre combo 100 kW. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des voitures qui sortent aujourd'hui. La ID.3 charge à 50 kW. La ID.3. Et elle veut concurrencer la Tesla. Non mais il faut arrêter quoi. Bref, tout ça m'énerve. Alors un autre flop, hein, c'est un flop qui risque de se reproduire, c'est les stations de changement de batterie. Alors là d'ailleurs, en plus sur l'exemple, on a une Renault Fluence, donc c'est pour dire comme c'est une photo récente. Il a été émis l'idée de dire on va vendre des voitures où on va pouvoir changer la batterie en 5 minutes. Donc vous arrivez avec votre voiture, hop, vous la mettez, et puis il y a une espèce de tapis roulant qui fait avancer la voiture, vous ressortez de l'autre côté, un petit peu comme les lavomatiques, et puis en dessous vous avez un système qui va dévisser, qui va redévisser le capot, qui va prendre la batterie, qui va débrancher, puis qui va remettre une autre batterie, et du coup là vous ne posez plus la question de la location de batterie, elle devient totalement non pertinente, et puis en plus vous ne posez plus la question d'avoir la perte de capacité, donc l'usure de la batterie, puisque à chaque fois vous repartez avec une batterie différente, donc c'est le fabricant qui gère les batteries, qui s'occupe lui de mettre à disposition des batteries qui ont suffisamment de capacité et qui sont pleines. Voilà. Donc ce concept était génial. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme le combat CHAdeMO CCS. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et puis là, c'est surtout, chaque fabricant, il va de sa propre idée. Et quand je disais que c'était une erreur, qui avait un flop qui avait eu lieu et qui risquait d'avoir encore lieu, c'est que NIO, le fabricant chinois de véhicules électriques qui arrive en Europe, va proposer également des systèmes de recharge. Alors je pense qu'ils ont un budget d'implantation et de création d'infrastructures qui est un peu plus conséquent parce que maintenant, tous les fabricants ont pris conscience de l'importance des véhicules électriques pour l'avenir et du marché que ça représentait, hein, parce que tant qu'il n'y a pas les sous, ça ne marche pas. Peut-être qu'ils vont développer ça, d'autant que je pense que NIO, ça pourrait fonctionner.
si à côté de ça, on peut quand même charger la voiture. Mais le problème, c'est que ce système fonctionnerait pleinement si, un petit peu comme le CCS Combo, c'était un format qui était reconnu par tous les véhicules. Si effectivement on pouvait avoir un format de batterie qui soit identique pour tous les véhicules, ou 2 ou 3 formats de batterie maxi. Le problème, c'est qu'on est loin d'être sur cette situation. Chacun y va de sa propre structure de voiture qu'il va utiliser, donc les fameuses plateformes qui vont utiliser pour créer plusieurs types de voitures, SUV, berline, tout ça. Et donc je pense que NIO fait une erreur. Je ne pense pas que ça marchera, même si les véhicules chinois qui arrivent sur le marché européen ont des prix très agressifs. On voit notamment Airways qui est arrivé avec je crois que c'est la U5, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a effectivement un prix qui est très agressif, mais si en face la qualité n'y est pas, ça risque de ne pas fonctionner. Et puis si en face on n'a pas quelque chose qui se diffuse suffisamment bien, Tesla au début était très décrié parce que l'infrastructure, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Et les premiers acheteurs de Tesla, ils ne faisaient pas, ils traversaient pas la France. Et puis progressivement, l'infrastructure, elle s'est développée. Et c'est grâce à ça que Tesla aujourd'hui est aussi bien reconnue comme la meilleure infrastructure du monde, parce que c'est eux qui ont développé le plus de bornes partout dans le monde. Et grâce à ça, vous pouvez traverser l'Europe sereinement. Ça commence à devenir le cas avec le réseau Ionity. Donc ceux qui achètent des véhicules qui sont non Tesla peuvent maintenant prétendre à traverser la France, mais on l'a vu cet été grandement sur le réseau Ionity. Je crois que c'est arrivé un petit peu sur le réseau Tesla. J'ai surtout vu des histoires de voitures ventouses sur les réseaux Tesla, mais je sais que sur le réseau Ionity, c'est devenu courant cet été. Comme il y a de plus en plus de voitures électriques qui se vendent, bah les gens ils partent en vacances avec leur voiture électrique, et puis des Audi Q5 électriques, pas la Citroën C0, hein, c'est des grosses voitures. Et bah, le problème, c'est que bah, voilà, tous, ils ont des vitesses de charge en plus qui sont à 100 kWh. Donc, bah, ce qui fait qu'on se retrouve avec des problèmes comme ce dont je vous parle. Voilà. Et puis, le dernier flop que je voulais aborder avec vous, avant de vous laisser tranquille, c'est la baisse des montants de bonus écologiques. Mon point de vue, alors un petit peu comme tous les flops dont je vous ai parlé, c'est mon point de vue et je le partage avec vous. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Encore une fois, merci de rester courtois. Mais mon point de vue sur le bonus écologique, c'est qu'il y a une erreur qui est faite de la part du gouvernement. Moi, je pense qu'ils ne devraient pas baisser. Alors, vous le savez, le bonus écologique jusqu'au 1er juillet, il était de 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique neuf de moins de 45 000 € à hauteur de 27% du prix du véhicule. Désormais, c'est toujours 27% du prix du véhicule, mais c'est uniquement 6 000 € maximum pour un véhicule qui coûte moins de 45 000 €. Si le véhicule coûte entre 45 et 60 000 €, c'était 3 000 € maximum d'aide à l'achat, et ce sera désormais 2 000 € jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, ça basculera à 1 000 € pour les voitures entre 45 000 et 60 000, et ça basculera à 5 000 € pour les voitures de moins de 45 000 €. Je pense que l'erreur, elle vient du fait que l'idée cachée derrière cette prime, c'est de forcer un petit peu les fabricants à baisser leur prix. Or, tant que les voitures sont à 45 000 € ou moins de 45 000 €, bah, il y aura une prime. Donc oui, bah, le gouvernement vous donne moins, mais nous, notre voiture, elle est dans les clous, elle est en dessous de 45 000. Je pense clairement que ce qu'aurait dû faire l'État, c'est de maintenir 7 000 € de prime, mais de baisser progressivement le plafond de 45 000 €. D'abord, je vais dire à 40 000 € ou 42 000 €, puis 38 000 €, pour qu'il y ait une baisse des prix des voitures. Alors pourquoi je dis ça? Parce que clairement, c'est ce qui s'est passé avec Tesla. Ils ont vu que la prime n'était pas attribuée à des véhicules de plus de 45 000 €. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé le prix de leur modèle entrée de gamme, la Tesla Model 3 SR+. Ils l'ont baissé en dessous de 45 000 €. Ils ont même laissé la marge pour qu'on puisse prendre une option, soit couleur, soit l'intérieur blanc, soit les jantes. Il me semble que c'est ça. Tout ça sans dépasser les 45 000 €. Si demain on leur dit, bah oui, mais maintenant la prime c'est 42 000 €. Alors, je ne suis pas sûr que Tesla soit capable de rebaisser, mais
rien n'est acquis. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur cette prime et sur ce montant de 45 000 euros, c'est le montant facturé. Ce n'est pas le montant du prix catalogue. Alors, je précise bien ça parce que Tesla, c'est un petit peu une exception dans le monde des automobiles. Comme ils n'ont pas de concession, ils n'ont pas de commerciaux. Donc vous avez des gentilles personnes qui vous accueillent et qui vous font faire des essais, mais ils ne sont pas du tout commissionnés sur les ventes de véhicules. Par contre, chez Renault, il y a des commerciaux qui sont commissionnés sur la vente des véhicules. Ce qui fait que, vous avez tous remarqué, quand vous achetez un véhicule chez un vendeur historique, un fabricant historique de voitures, il va vous proposer une remise. Et vous pouvez avoir une voiture qui va être par exemple à 47 000 euros, puis en réalité quand vous y allez, vous dites ah c'est bête, parce qu'à 2 000 euros près, il y avait la prime et tout. Il dit ah mais attendez, pas de problème, moi la prime, je vous fais 2 000 euros de remise. Et comme ça vous avez la prime. Et ça, il faut bien le savoir. Si vous voulez acheter une Volkswagen ID4 qui coûte 47 500 euros, négociez 2 500 euros de prime avec votre commercial, et bim, d'un seul coup, vous allez perdre non seulement 2 500 euros, mais en plus, vous allez avoir les 6 000 euros de plus. Donc, vous allez perdre pratiquement 10 000 euros. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça, il faut le savoir. Et donc, si tous les 6 mois, on baisse de 1 000 euros ou de 2 000 euros le prix d'acquisition de le montant maximum d'acquisition de cette prime, je pense qu'il y a moyen pour que les fabricants révisent un petit peu leurs tarifs. Et puis, comme on le sait, c'est la guerre des prix. Donc, si une Tesla Model 3 vaut 45 000 euros, l'ID3, ils vont la faire 5 000, 6 000, 7 000 euros moins cher. Si la Tesla Model 3 baisse, l'ID3 va baisser. Vous voyez. Alors, tout ça, bien sûr, c'est du jeu économique. Et moi, c'est pas forcément mon domaine, c'est plutôt l'électromobilité, vous l'avez compris. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait comme ça. Sachant qu'en plus, le fait de maintenir 27%, ça fait quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez que 5 000 euros pour acheter un véhicule qui vaut 18 000 euros, s'il vaut de moins de 18 000 euros, on sera limité par les 27%. Donc s'il vaut par exemple 10 000 euros, vous n'aurez que 2 700 euros de prime. Et si vous êtes à 18 000 euros, vous aurez 5 000 euros de prime. J'ai fait le calcul, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Mais donc cette prime, elle est faite pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules électriques. Pas pour les gens qui veulent s'acheter une Tesla Model X ou une ID7, si elle sort, ou une EQS ou la EQS de Mercedes. Ces primes, elles sont faites pour les véhicules les plus abordables, pour rendre les véhicules plus abordables, donc faire le forcing. Donc c'est un petit peu un combat entre le fabricant et l'État pour faire baisser. Clairement, ce serait mieux de faire le forcing sur le prix maxi, le prix plancher, parce que ça va faire descendre la masse complète des tarifs. Parce que si à un moment vous vous retrouvez avec une ID3 moins chère qu'une Up, qui était une très bonne voiture, mais tout ça va faire que tous les prix vont dégringoler. Il n'y a pas la voiture la plus chère qui va revenir au prix des moins chers. Sinon, tout le monde va se ruer sur ce modèle. Tous les fabricants, c'est un peu une guerre économique. Donc voilà, donc mon raisonnement, c'est que les 45 000 euros, on aurait dû baisser ce plancher plutôt que de baisser les 7 000 euros. Je trouve que voilà, ça va faire... C'est bien d'arrêter un peu la prime parce que de toute façon, ça va baisser le pouvoir d'achat. Il y a certaines personnes qui ne vont pas pouvoir acheter ce véhicule, sauf s'il y a une remise ou il y a une baisse de prix des véhicules. Mais je trouve que le forcing aurait été beaucoup plus efficace si on avait baissé le montant maximum, le plancher, en tout cas, le plafond, pardon, à 45 000 euros si on l'avait baissé. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon idée. Je ne suis pas un économiste et si vous êtes économiste, vous pouvez me donner votre point de vue. Si vous n'êtes pas économiste, vous pouvez me donner votre point de vue. Et je dirais, mais toi, tu n'es pas économiste. Merci à tous pour avoir regardé cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un commentaire, likez et allez vous coucher. À demain. Non, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Ciao.